Une île faite de rochers et de grands arbres. Quelques bâtiments creusés dans la roche, une ambiance crépusculaire de soleil couchant qui éclaire l'île depuis notre gauche. Une barque occupée par deux personnages, l'un est debout, recouvert d'un drap blanc, l'autre assis et qui rame. À l'avant de l'embarcation, ce qui ressemble à un cercueil. C'est l'île des morts du peintre suisse Arnold Böcklin. Qu'est-ce que représente ce tableau ? Voyons jusqu'où il nous entraîne. Quelle image vous vient spontanément lorsqu'on évoque une île ? Venise ? L'île de la Réunion ? L'île de la Tentation ? Tout au fond de moi, je garde l'image de l'île Noire qui m'avait beaucoup impressionné. Il y a aussi l'embarquement pour l'île de Cythère, mais dans une toute autre ambiance. Même sans connaître le titre de ce tableau, on devine que l'île de Böcklin n'est pas vraiment un lieu de réjouissance. D'ailleurs, lorsqu'il peint cette toile, qui est une commande, il l'intitule « L'île des tombeaux ». C'est sûrement eux que l'on voit ici. S'embarquer pour une île, c'est toujours prendre un risque. On ne peut pas s'y rendre à pied, la mort n'est jamais loin. L'embarcation peut chavirer, le voyageur se noyer. Qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. La première version du tableau ne compte aucune embarcation. C'est la représentation d'un cimetière dont on cherche encore l'origine. Pour ma part, l'œuvre me renvoie au cimetière San Michele de Venise. Quoi qu'il en soit, les grands cyprès ancrent l'île dans une région que l'on pourrait dire appartenant au sud. Vous savez, comme dans la chanson de Nino Ferrer. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Dès l'Antiquité, ces arbres majestueux sont associés au cimetière depuis qu'Apollon a transformé un adolescent en cyprès. L'Italie, la Grèce, l'Espagne, les pays du Sud font beaucoup rêver les Allemands. Les premiers trains, d'ailleurs, les y mènent. Et puis, on rêve de s'échapper des grandes villes et de l'industrialisation. Le peintre a dessiné des bâtiments qui pourraient être des columbariums, dont l'usage prend de l'ampleur à la fin du XIXe siècle en Allemagne. Les habitants des grandes villes avaient alors développé une phobie des cimetières où l'on pratiquait l'inhumation qui, selon eux, propageait des maladies. Lorsqu'il peint l'île aux tombeaux, Arnold Böcklin a 53 ans. Il est pauvre et malade, presque un inconnu. Encore aujourd'hui, la majorité de ses toiles n'est pas connue malgré les tentatives des musées pour les réhabiliter. Dans un siècle où la peinture d'histoire est toute puissante, Böcklin, lui, peint des faunes, des nymphes et des centaures, parfois même des licornes. Est-ce que, comme moi, vous trouvez des similitudes avec le Fantasia de Disney ? Quoi qu'il en soit, Böcklin n'est pas le seul à représenter des scènes de la mythologie. En France, Stéphane Mallarmé écrit le poème « L'après-midi d'un faune » qui devient un ballet créé par Nijinsky sur une musique de Debussy, dans des décors de Léon Bakst. Énorme scandale d'ailleurs. Böcklin n'a pas cette chance. Mais tout va changer avec l'arrivée de Marie Bernat, une riche collectionneuse, veuve, qui lui commande un tableau pour rêver. Lorsqu'elle découvre l'île des tombeaux, sur lequel le peintre travaille, elle en veut une copie, mais suggère d'y inclure une embarcation. L'idée plaît tellement au peintre qu'il l'ajoutera sur sa première version. Le sujet central de l'île des tombeaux se déplace. Il n'est plus seulement une île mystérieuse éclairée par un soleil couchant, mais le lieu vers lequel se rendent deux personnages dont on ne distingue que les silhouettes. Une musique existe pour accompagner la lecture de ce tableau. Elle a été composée par Sergueï Rachmaninov, que l'on entend ici. On aurait pu aussi écouter le prologue de Tristan et Iseut, de Richard Wagner, dont le nœud de l'intrigue se passe sur une embarcation. Une autre référence,
l'arrivée en bateau dans le film tiré du roman La mort à Venise sur une symphonie de Gustave Mahler. Rachmaninoff donc a découvert une reproduction en noir et blanc de l'œuvre, une estampe en fait, qui lui a inspiré son poème symphonique. Pour la petite histoire, le compositeur était très déçu par le tableau original. Il dira par la suite qu'il n'aurait jamais composé son poème s'il avait vu la peinture en premier. C'est vrai que l'estampe réalisée à partir du tableau est magnifique. C'est une des raisons d'ailleurs qui a contribué à la célébrité de l'œuvre. À cette époque, la technique d'héliogravure de Hélios, en mythologie grecque le soleil, s'est beaucoup améliorée. Elle permet de rendre les dégradés et les contrastes avec une précision inégalée. C'est un marchand d'art, Fritz Gurlitt, qui a eu l'idée de ces copies qui permettaient de les mettre en vente à un prix plus abordable et d'en vendre beaucoup. Au passage, il change l'île au tombeau en l'île aux morts. Avec le succès, une gravure est réalisée qui va encore accroître ses reproductions, un peu comme une carte postale. On dirait aujourd'hui que Fritz Gurlitt a créé le buzz, qu'il a fait d'une image une production virale. Notons que Böcklin, lui, ne touche pas un centime sur ses produits dérivés. Diffusées en masse, ces reproductions vont toucher un très large public en Allemagne et dans toute l'Europe. Tous les foyers bourgeois allemands vont en accrocher à leur mur un exemplaire en noir et blanc, et même, pour les plus riches d'entre eux, en couleur, grâce à la chromolithographie, un procédé inventé dans les années 1840. L'œuvre est même recommandée dans les livres des bonnes manières à l'intention des jeunes épouses pour décorer leur intérieur. Pourquoi ? Eh bien, sans doute parce que le peuple allemand du XIXe siècle est porté à la rêverie. Vous connaissez ce tableau, le voyageur contemplant une mer de nuages, ou cet autre tableau du même Friedrich. Et là, Goethe, icône allemande, est-ce qu'il n'est pas en train de rêvasser ? D'ailleurs, on a la bande-son parfaite. Schumann, Rêverie. Donc, les Allemands aiment bien rêver devant une toile. Mais point trop s'en faut, on est quand même chez des protestants. La rêverie que propose Böcklin est tournée vers la mort, l'honneur est sauf. Bon, revenons à l'embarcation. Qui sont ces gens ? On ne le saura pas. Qui est le mort ? On ne saura pas non plus. Les peintres des siècles précédents nous ont montré des cadavres de Christ, de héros, d'hommes célèbres. Ils ont même parfois représenté la mort elle-même. Ici, les défunts sont anonymes, mais l'ensemble fait beaucoup penser au célèbre passeur Charon, sinistre personnage de la mythologie grecque menant les âmes aux enfers. Et puis, rappelez-vous l'histoire de la commande, cette veuve qui propose d'ajouter au tableau une embarcation. C'est peut-être elle, cette grande silhouette en blanc menant le cercueil de son époux décédé. Ou peut-être la rameuse. Le peintre n'a donné aucune explication, mais il a fait d'autres copies de son tableau, 5 en tout, réparties dans différents musées. L'une de ces copies a appartenu à un épouvantable fureur qu'on ne citera pas. Celui qui porte une petite moustache, vous voyez ? C'était son tableau préféré. Freud en avait une copie, Lénine aussi, Georges Clemenceau et sans doute beaucoup d'autres. L'œuvre a continué d'infuser chez des artistes du monde entier. Par exemple, chez Ridley Scott. Là, il faudra me croire sur parole car je n'ai pas déniché de meilleure illustration. On retrouve aussi ce même motif de la mystérieuse embarcation dans un tableau de l'artiste contemporain, Peter Doig, que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, est-ce que ce ne serait pas une île, dans le fond ? Mais surtout, et là, je m'adresse aux amateurs de Wagner, oui, il y en a encore, surtout donc, on a la même référence dans Le Rocher de la Valkyrie, production mythique des années 80, dont je ne résiste pas au plaisir de vous faire écouter un extrait. Voilà,
Je ne sais pas si ce tableau vous plaît, vous pouvez me le dire en commentaire, si vous l'accrocheriez dans votre salon et quelle musique vous semble aller avec. Après tout, les raisons d'aimer ou pas un tableau sont nombreuses et personnelles. Mais peut-être serez-vous sensible, comme moi, à l'avancée paisible de cette barque qui retranscrit symboliquement ce moment que nous connaîtrons tous et dont on ne sait rien, l'entrée dans la mort.